Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Introduction. Selon Aristote, les hommes tendent vers ce souverain bien qu'est le bonheur, mais hésitant et se divisant sur sa véritable nature, ils le confondent avec des biens de qualité diverses comme la vertu, la santé, l'honneur ou la richesse qui ne sont en réalité que des moyens en vue du bonheur qui seul ne saurait être recherché que pour lui-même. L'on peut contester cette analyse. C'est en tout état de cause sur le rôle de l'économie pourvoyeuse de richesse dans la recherche du bonheur, dont la civilisation d'aujourd'hui nous offre le spectacle, que nous nous proposons d'attirer l'attention, plus exactement sur la philosophie morale et politique qui sous-tend l'évolution qu'il a portée au premier plan. Cette dernière n'a pu se faire que dans le cadre d'une société organisée. Si aux origines, l'impératif des hommes était de survivre en utilisant des moyens rudimentaires pour se procurer de quoi se nourrir, le mot économie, qui est né dans l'Antiquité grecque chez Xénophon, et concerne les affaires de la maison, suppose déjà un certain degré d'organisation. De la même manière, dans la mesure où la sécurité des biens est liée à la sécurité des personnes, l'on peut soutenir que c'est pour des raisons économiques que les hommes, poursuivant dans la même voie, ont créé la société civile dotée d'une justice et d'un gouvernement. L'on peut remarquer que l'économie a été longtemps maintenue dans un périmètre étroit, par des institutions dont les représentants s'appuyaient sur la morale religieuse ou populaire, en vue d'assurer sa bonne marche comme d'assurer leur propre autorité. Néanmoins, l'activité économique s'est développée au fil des siècles selon un processus qui s'est accéléré en Europe à partir de la Renaissance pour donner naissance à l'économie politique moderne. En même temps, cette dernière a affirmé dès le XVIIe siècle son rôle dans la recherche du bonheur et ne cessera de le proclamer avec les développements scientifiques et techniques des siècles suivants. Elle a fait cela en s'alliant, du moins en Angleterre, à un système moral, l'utilitarisme qui, dès cette époque, a instauré une forme de continuité dans la pensée de ce pays. L'utilitarisme est un développement de la notion d'utilité, qui se rapporte au bien que l'on peut tirer de la mise en œuvre de certaines capacités ou de certains moyens, et a dès le départ un côté pratique, voire terre-à-terre, mais vital et peut servir de base à un système qui en dégage et en magnifie tous les caractères. Ainsi, l'utilitarisme, qui s'appuie sur la recherche du plaisir et la fuite de la douleur, est un hédonisme, puisqu'il fait du plaisir le fondement du bien, et un eudémonisme, puisqu'il considère le bonheur comme fin portant le bien à sa perfection. Mais comme son nom l'indique, il met l'accent sur les moyens à mettre en œuvre en vue d'un bonheur qui ne saurait être que général, moyen juridique, politique et fondamentalement économique, et développe à cette fin la notion d'intérêt. Or, ayant mis cette notion en avant comme ce qu'il convient de suivre pour favoriser les demandes de la nature humaine, les utilitaristes auraient pu en rester là, mais ils ont accordé une valeur morale à leur démarche. Certes, le principe d'utilité sur lequel elle est fondée reste pour ses auteurs un principe qui commande la recherche de ce qui apparaît comme les conditions essentielles du bonheur, la survie et le bien-être. Mais la morale utilitariste consiste à approuver et par là, à développer l'usage de ces moyens y compris dans ce qu'ils ont d'artificiel. Pour ces tenants, ce principe est en marche dès les origines, bien que l'état de leur connaissance et la force aveugle de leur passion ne permettent pas aux hommes d'en tirer le meilleur parti dans leurs relations avec leurs semblables. Selon Hobbes, même la guerre peut être utile. L'utilité deviendra utilitarisme lorsque le sens de leurs intérêts amènera les individus à s'intégrer de façon plus étroite dans la société. Elle concernera alors le plus grand bonheur du plus grand nombre, selon la formule classique de Bentham. Mais avant d'en arriver à ce stade ultime, il aura fallu que l'utilité s'incarne dans des moyens politiques et économiques toujours plus élaborés, et en premier lieu dans les avancées scientifiques et techniques desquelles ceux-ci dépendent. Telle est, de ce point de vue, la démarche qu'adopte Bacon au début du XVIIe siècle et qui est aux origines du mouvement utilitariste. Grâce aux connaissances et à la maîtrise des phénomènes permises par les méthodes de la science expérimentale préconisées par l'auteur élisabétain, l'économie qui s'apprête à être conduite sur ces bases permettra aux hommes, dans le domaine de la production et de l'échange des biens, de réaliser une partie vitale de leurs objectifs. Hobbes, un temps secrétaire de Bacon,
va pour sa part se lancer à la recherche de la puissance politique, capable de se mettre au service de l'homme et de son bonheur grâce à la connaissance empirique de ses passions et l'édification sur ce fondement de la société civile la plus rationnelle possible. À cette fin, l'auteur du Léviathan présente l'homme comme un être naturellement égoïste dont l'arme est une raison calculatrice qui le pousse à neutraliser les excès de ses passions, par la crainte d'un souverain absolu qui lui laisse néanmoins toute liberté de faire ce que la loi ne lui interdit pas, notamment dans le domaine économique. La notion qui se dégage de ce processus est la notion d'intérêt. Intérêt du sujet lié à sa sécurité, intérêt du souverain dans l'utilisation rationnelle du pouvoir. L'œuvre de Hobbes est forte et originale. Ses successeurs chercheront à l'édulcorer ou prétendront l'ignorer tout en s'en inspirant, car elle propose un cadre politique, tout sommaire et brutal soit-il, à la recherche du bonheur. Parmi ceux-ci, Locke refuse de faire de l'homme un portrait qui en appelle à des solutions politiques radicales dans la mesure où, pour lui, l'homme est un être dont les passions dangereuses peuvent être tenues en laisse avant toute intervention politique par sa raison assistée par des penchants sociaux. L'auteur de l'essai concernant l'entendement humain admet, selon l'enseignement de saint Thomas d'Aquin, repris par Hooker, l'influence de la divinité sur la raison avant de se tourner vers une conception empirique de sa formation pour en dégager les lignes d'action qui permettent à l'homme de s'éloigner de la misère et de goûter une forme de bonheur ou du moins de tranquillité. Locke hésite sur la vraie nature du bonheur, bonheur temporel ou bonheur dans l'au-delà, car le sentiment dominant qui anime l'homme est l'inquiétude qui peut être levée par l'espérance du salut comme par l'attente des biens de ce monde. Cette dernière voie n'est pas incompatible avec la voie religieuse en tant que la conservation et le bonheur de la créature font partie du plan de Dieu. Les droits naturels sont nécessaires à l'exécution du devoir moral de conserver sa vie, mais ils vont surtout résulter de la prise en compte des nécessités biologiques de sa conservation et de son amélioration. Locke était théologien mais aussi médecin, dans la société politique dont la création s'avère nécessaire en face des risques toujours possibles de violence. En effet, la préservation de ses droits, au premier rang desquels le droit de propriété consacre l'orientation économique de sa pensée, est à elle', origine de la mise en place par contrat d'un gouvernement sur la nature duquel Locke hésite entre une conception domestique et mercantiliste héritée de la pensée ancienne, et une conception libérale qui fera école. Un demi-siècle plus tard, la notion d'utilité fait un pas décisif sur le plan politico-économique. Aux yeux de Hume, la promesse présente dans le pacte social ne contient d'autre obligation que celle qui dépend uniquement de l'intérêt de chaque contractant, et en aucun cas ne le précède arbitrairement. La raison joue un rôle spécifique qui consiste à mettre au point les moyens susceptibles de favoriser la gratification des désirs et besoins des hommes, en s'appuyant sur l'expérience et sur les associations en forme de loi ou d'accoutumance que celle-ci leur découvre. Parmi ces moyens, la justice occupe un rang prééminent puisqu'elle vise à assurer la sécurité des biens extérieurs et a aussi, de ce point de vue, une fonction économique, de même que le gouvernement qui en assure l'exécution et la société civile dans son ensemble. Au sens de l'intérêt, s'ajoute la sympathie qui unit les hommes et les pousse à approuver tout ce qui contribue à leur intérêt commun, et à désapprouver tout ce qui leur est préjudiciable, ce qui constitue le volet proprement moral de l'utilité. À vrai dire, il suffit que les hommes écoutent leur nature, ainsi loi et coutume se mettent en place librement. Le danger reste une passion partisane qui s'empare surtout des hommes en groupe, et qui pousse Hume à réclamer que soit mis un frein aux excès de la liberté, et à lui opposer un conservatisme fondé sur sa crainte des innovations violentes et de l'instabilité qu'elles peuvent déclencher. Quelques années plus tard, Jeremy Bentham, outré par les excès du pouvoir royal, n'aura pas cette crainte. Son radicalisme le conduira à se rapprocher des révolutionnaires français, qui d'ailleurs le feront citoyen français. En réalité, Bentham se contente de reprendre et de concrétiser les recommandations du principe d'utilité en envisageant la recherche du plaisir et la fuite de la douleur sur le plan quantitatif dans une arithmétique des plaisirs et des peines, qui favorise tout naturellement le plaisir lié à l'activité économique productrice de biens matériels et l'étend au maximum de personnes. À vrai dire, chaque individu recherche son propre bonheur en fonction de mobiles égoïstes, mais l'interdépendance des intérêts fait qu'aucun de ces intérêts ne porte préjudice aux autres et même contribue au bonheur général. À ce sujet, suivant la même démarche que Hobbes, Locke et Hume,
Bentham considère la justice et le gouvernement comme des instruments permettant de développer ou au moins de ne pas freiner l'aptitude à goûter le bonheur qu'apporte en premier lieu le progrès économique. Le problème est que l'intérêt des gouvernants, qui devrait théoriquement rejoindre l'intérêt des gouvernés, s'en écarte à cause des abus de pouvoir auxquels ils se livrent et de l'immunité dont ils disposent dans un régime toujours monarchique, ce qui crée des tensions et incitera Bentham à militer pour un gouvernement démocratique, dans lequel, en tout état de cause, la bourgeoisie se taillera la meilleure part. Il sera suivi sur ce point par John Stuart Mill, dernière figure marquante de l'utilitarisme qu'il essaiera ennoblir sans pour autant remettre en question son orientation sociale et économique. En effet, si, comme Bentham, J.S. Mill affirme que la doctrine utilitariste se propose comme fin, le plus grand bonheur du plus grand nombre, et ajoute que dans l'évaluation de celui-ci, personne ne doit être mieux traité que les autres, exalte même la valeur du sacrifice. Le bonheur, quels que soient ses ingrédients, ne peut que dépendre d'une organisation sociale de type démocratique. Le problème est que la prospérité économique, qui en est l'élément indispensable, ne peut être atteinte que dans un régime libéral capitaliste. C'est pourquoi J.S. Mill, en apôtre de la liberté, hésite devant les risques du socialisme et notamment du communisme. Par ailleurs, la bienveillance universelle qu'il appelle de ses vœux ne peut masquer les inégalités du système. Dans ces conditions, le rêve d'une communauté intellectuelle et culturelle qui lui est chère semble difficile à réaliser et ne saurait concerner en définitive que le petit nombre. Nous allons maintenant analyser, en donnant la parole aux auteurs eux-mêmes chaque fois que ce sera possible, et ce tout en serrant de près leur argumentation, les aspects philosophiques du développement qui les a conduits à placer l'économie au cœur de la recherche du bonheur, en commençant par celui qui en a fixé le cadre scientifique, Francis Bacon. Chapitre 1er. La monte de l'idée du tilite, Bacon, Hobbes, Locke. 1. Bacon. Il est bien évident que notre intention n'est pas de faire une analyse de la pensée de Bacon qui a déjà été faite, mais de situer cet auteur par rapport à la pensée anglaise que nous allons étudier, c'est-à-dire une pensée utilitaire et même utilitariste, et à vrai dire, de le situer aux origines de cette pensée. Au premier rang de celle-ci, nous trouvons en effet la méthode expérimentale dont Bacon est l'initiateur dans les sciences. Il ne s'agit pas seulement d'une méthode livrant une connaissance qui répond à la curiosité du chercheur et s'oppose à des systèmes inappropriés, bien que cette motif revienne en force dans ses travaux, mais une connaissance dont l'application va être le fondement d'un pouvoir qui servira à améliorer la condition humaine grâce à des lois qui, tout d'abord dans le domaine physique à partir du XVIe siècle puis dans le domaine moral à partir du XVIIe, autoriseront une action efficace et constitueront l'ossature des moyens d'où surgira la notion utilité sur laquelle se construira le futur système utilitariste axé sur la recherche du bonheur. Le mouvement a été entamé lors de la Renaissance, époque à laquelle, sous l'influence d'esprits rationnels qui en appellent à l'expérience, une nouvelle méthode d'appréhension du monde fait son apparition en Europe et se développe en Angleterre. Le problème est entre autres de vaincre la tradition scolastique et d'ouvrir une nouvelle voie aux sciences sans passer par les autorités établies, les académies, les collèges, les ordres religieux, voire les gouvernements et leurs appareils encombrants, en somme, de se dégager des anciens savoirs et de faire place nette pour de nouveaux. De ce point de vue, la pensée de Bacon, comme en témoigne son œuvre majeure, le Novum Organum, est tout d'abord critique et destructrice. Mais cette étape est nécessaire à la formation d'un savoir fondé sur la lumière de la nature, moins spectaculaire, plus laborieux, qui sera engrangé avec le temps. La science de soi-même est valorisée au même titre que la science de la nature, avec laquelle elle entretient un rapport étroit. Elle a pour but de rapprocher l'esprit du réel duquel l'éloigne des principes affirmés sans preuve. C'est à ce même problème scientifique de la preuve qu'après lui, tous les penseurs de tendance utilitariste, de Hobbes à J.S. Mill, seront confrontés. Bacon commence par se désolidariser de certains aspects de la pensée médiévale. Ce qu'il condamne est la logique scolastique qui prétend mener à la vérité, mais conforte l'autorité de principes qui reposent sur des notions, qui sont confuses et sont abstraites des choses de manière hasardeuse, et entraînent des disputes formelles stériles faute d'être vérifiées par l'expérience. Arrivé à un tournant clé de son argumentation,
Bacon dénonce les habitudes de l'entendement humain qui aboutissent à la formation d'idoles à partir desquelles sont produits les objets d'un pseudo-savoir. Bâties sans référence à la nature, ces idoles prennent plusieurs formes. Il y a celles que représentent les mots ou idoles de la place publique, lieu où elles se forment et s'échangent pour assiéger l'esprit de façon pernicieuse. Les mots ont une puissance singulière. Les hommes croient que leur raison commande aux mots. Mais il se fait aussi que les mots réfléchissent et retournent leur puissance contre l'entendement. Celui-ci en effet est perverti par les passions. Ce que l'homme désire être vrai, il le croit de préférence, comme par son goût pour l'abstraction. Ces conceptions erronées sont les idoles de la race, qui cohabitent avec les idoles de la caverne, qui sont celles de l'homme prisonnier des apparences et rappellent le mythe platonicien. Enfin il y a les idoles du théâtre, qui plient l'expérience à leur dogme et la tiennent captive, et s'expriment dans les philosophies anciennes ou actuelles. Ce n'est pas pour autant que le genre empirique, dans son opposition au genre sophistique ou rationnel, trouve grâce inconditionnellement aux yeux de Bacon dans la mesure où des expériences trop peu nombreuses et conduites d'une façon hâtive et précipitée ne permettent pas de produire des conclusions générales. Il faudra que se réalise une alliance entre une faculté rationnelle et une faculté expérimentale convenablement entendue, pour que soit envisagé un accroissement des sciences. La voie à suivre, à partir de l'enregistrement à l'aide des instruments appropriés, des données de l'expérience sous forme de tables permettant selon la présence, l'absence ou le degré de leurs effets, de juger de la nature des choses, sera celle d'une induction qui élèvera progressivement le raisonnement des axiomes mineurs aux axiomes moyens, pierre de touche de toute véritable connaissance, et éventuellement de ceux-ci aux axiomes supérieurs ou généraux. En même temps, l'utilisation de ces instruments, allant de la règle et du compas jusqu'au microscope et au télescope et des machines ouvrira de nouvelles pistes à la recherche. Un autre mal touche les philosophies. Le mélange des choses divines et des choses humaines, et à ce propos il convient de conserver à la fois son domaine propre. Le savoir acquis est pouvoir. L'interprétation correcte de la nature débouche sur des inventions qui changent la face des choses et la condition des hommes. Bacon, comparant la vie des hommes dans les pays les plus civilisés de l'Europe et dans les territoires les plus sauvages et barbares des Nouvelles-Indes, met en relief les bienfaits qu'apportent les arts. Mais ce qu'il faut considérer, au-delà des choses qu'ils permettent de créer, est la vérité des connaissances qu'ils ne font qu'appliquer. Prises dans leur être même, les choses sont vérité et utilité, ce qui veut dire qu'une connaissance vraie ne peut être d'elle-même sans pouvoir, en d'autres termes que seule la vérité a un pouvoir. Le plus important n'est pas de procéder systématiquement à la recherche ou à l'élaboration de nouvelles œuvres ou, du moins, de s'en tenir là, mais de bâtir dans l'entendement humain le modèle vrai du monde. Ce modèle ne pourra que se concrétiser. Pour Bacon, il faut faire plus de crédit aux œuvres d'apporter les gages de la vérité que de servir les avantages de la vie. Et les œuvres n'auraient pas été utiles, n'auraient même pas existé si elles n'avaient procédé de vrais principes. De ce point de vue, Bacon souligne l'importance de la philosophie naturelle pour toutes les sciences. Que personne n'attende de grands progrès dans les sciences, surtout dans leur partie opérative, tant que la philosophie naturelle ne se sera pas étendue jusqu'aux sciences particulières et inversement tant que les sciences particulières n'auront pas été ramenées à la philosophie naturelle. De là vient que l'optique, la musique et la plupart des arts mécaniques, et ce dont on s'étonnera davantage, la philosophie morale et civile, les sciences logiques, n'ont presque point de profondeur, mais glissent seulement sur la surface et la variété des choses, car ces sciences particulières, après s'être séparées et établies, ne tirent plus leur nourriture de la philosophie naturelle, laquelle seule, puisant aux sources et forte de L', examen véritable des mouvements, des rayons, des sons, de la texture et du schématisme des corps, des passions et des perceptions intellectuelles, eût pu leur communiquer de nouvelles forces et de nouveaux développements. En fait, l'action et la connaissance sont fondées dans un même rapport à l'ordre de la nature qui ne saurait se révéler que par l'expérience. À l'inverse, l'incapacité d'inventer et de produire est la marque la plus visible des sciences reçues dans la mesure où celles-ci, pour permettre à leurs auteurs d'en tirer plus rapidement autorité et gloire, négligent l'expérience ou n'observent pas la progression indispensable de son interprétation. À travers celle-ci, l'esprit doit montrer patience et humilité. On ne triomphe de la nature qu'en lui obéissant, observe Bacon. Pour cela, il convient non seulement d'utiliser les forces de la nature mais également les passions que la recherche d'une amélioration de la condition de l'homme met en jeu.
Au moins faut-il les prendre en compte, ce qui n'a pas toujours été fait par les moralistes du passé qui se sont contentés de donner des copies et des exemples du bien, de la vertu, du devoir et de la félicité, sans atteindre leur but. Le travail consiste à bien diriger des passions qui peuvent causer des troubles et provoquer des souffrances, quitte à les opposer l'une à l'autre, leçon que retiendront Hobbes et Hume. Pour Bacon, il convient de dépeindre comment elles s'allument et s'incitent et comment elles se pacifient et se réfrènent, comment elles se découvrent elles-mêmes, comment elles opèrent, comment elles assemblent et se fortifient, comment elles sont enveloppées les unes dans les autres et comment elles se combattent, et autres semblables particularités, parmi lesquelles cette dernière est d'un usage particulier dans les affaires morales et civiles, à savoir, comment dis-je, il faut mettre affection contre affection et maîtriser l'une par l'autre. Cela fait, l'esprit de l'homme glisse insensiblement aux avantages qu'il retire de son application correcte aux choses. L'interprétation de la nature débouche sur le règne de l'homme, dans une perspective d'utilité. Mais la tentation de détourner l'usage des sciences et des arts sur lesquels repose tout entier l'empire de l'homme à des fins pernicieuses existe toujours, comme elle existe par rapport aux autres biens de ce monde, talent, courage, force, beauté ou richesse. C'est pourquoi Bacon condamne tout usage exclusif de la puissance à des fins individuelles ou nationales et assigne à celle-ci une vocation universelle. L'ambition consistant à restaurer et à accroître la puissance et l'empire du genre humain lui-même sur le monde est plus sage et plus noble que celle des hommes qui sont avides d'accroître leur propre puissance au sein de leur propre pays, ou que celle de ceux qui s'efforcent d'accroître la puissance et l'empire de leur patrie au sein du genre humain. La voie est ainsi ouverte. Bacon met l'accent sur la condition primordiale à remplir pour que soit réalisée une action utile à l'homme, la création de la puissance nécessaire par l'utilisation des forces de la nature comme des moyens humains succédant à leur connaissance, et ce en vue de les appliquer à l'amélioration du sort de l'homme, sans aucune prévention. Cette direction fondamentale qu'il imprimera à la connaissance est illustrée par un passage caractéristique et souvent cité de son œuvre. Notre fondation, déclare le chef d'une communauté imaginaire conçue selon les principes chers à Bacon, a pour fin de connaître les causes et les mouvements secrets des choses, et de reculer les bornes de l'empire humain en vue de réaliser toutes les choses possibles. À l'époque de Bacon, l'urgence est de dégager l'action de l'homme des filets dans lesquels elle a été longtemps emprisonnée, grâce à un raisonnement tiré de l'examen des phénomènes naturels et prêt à être utilisé dans le domaine moral, politique et économique. 2. Hobbes. La notion fondamentale de puissance à laquelle Bacon en appelle est également celle à laquelle Hobbes va consacrer toute son attention, en la transposant du domaine physique au domaine moral et politique. De cette notion ne seront pas écartées les considérations théologiques avant que celle-ci ne cède la place aux calculs entrepris par la raison à partir de l'expérience de la nature humaine, considérée comme sujet et comme objet. De ce point de vue, Hobbes, un temps secrétaire de Bacon, va réaliser à sa manière l'accord entre la raison et l'expérience prônée par ce dernier pour conférer à la science sa nouvelle portée épistémologique. 1. La méthode de la science. Le but que poursuit Hobbes est le bien de l'humanité. Pour y parvenir, un raisonnement scientifique est indispensable. La prudence commune aux hommes et aux animaux ne suffit pas. C'est pourquoi Hobbes va produire une théorie de la science qui cherche à définir les principes premiers de la connaissance, et qui à cet égard se distingue de la conception classique d'Aristote en faveur à son époque en contestant leur innéité et en donnant, comme Bacon, toute son importance à une expérience que la raison retrouve et exprime grâce au langage. L'origine de la connaissance est empirique. Mais une fois les informations des sens enregistrées et traduites sous forme de représentations séparées des choses, ce qui condamne le projet d'une connaissance de leurs essences réelles, la raison est, selon Hobbes, l'instrument de la seule véritable connaissance, la connaissance scientifique qui permet aux hommes de modifier le réel et de l'utiliser conformément aux fins qu'ils poursuivent. Pour ce faire, la raison procède selon une méthode consistant à analyser le donné et remonter à ses causes ou principes ultimes qui sont des mouvements dont la composition permet d'engendrer des objets géométriques, mécaniques ou physiques. L'on peut finalement envisager de construire sur ces mouvements que sont les passions, des objets artificiels comme la République. Car Hobbes fait appel à l'expérience des passions pour construire l'État, en se fondant sur une analyse des événements de son époque qui reflète ce que la nature humaine a de permanent,
s'agissant essentiellement selon lui du désir de domination ou de la crainte dans leurs différentes manifestations, bien qu'au fond, ce que traduisent les passions soit un désir de vivre inscrit depuis les origines dans la nature de l'homme. À vrai dire, ce qui commande le travail de la raison est l'anxiété que ressent l'homme par rapport à l'avenir et qui, en d'autres occasions, le pousse à se tourner vers la religion. Le résultat est une connaissance de lui-même qui le présente comme un être en proie à des passions qui peuvent produire plaisir ou douleur, et qu'il n'a d'autre possibilité que d'utiliser et de dominer. 2. De l'état de nature à l'état civil. Le fond de la philosophie politique de Hobbes est ainsi le retour à un naturalisme qui montre que l'homme est un être que le désir de conserver et de défendre sa vie peut rendre égoïste et dangereux pour ses semblables, dans la mesure où il est prêt à utiliser tous les moyens pour y parvenir. Il convient donc d'opposer des limites aux manifestations indiscriminées de pouvoir ou de ruse par lesquelles certains cherchent à s'assurer un avantage sur les autres, et de combattre la crainte qu'engendre cette situation en inspirant la crainte encore plus grande d'un pouvoir commun qui tienne tous les hommes en respect. En réalité, la plupart des hommes ne sont pas méchants par nature, mais sont tentés pour assurer leur conservation, de procéder à une violence préventive chaque fois qu'ils sont ou s'estiment menacés, ce qui peut être le cas pour des raisons matérielles, des raisons de prestige ou simplement pour des divergences d'opinion. L'état de nature qui serait à l'origine de ces manifestations serait un état de guerre qui n'a en fait jamais réellement existé, ou tout au moins un état d'insécurité qui illustre certaines tendances agressives propres à l'homme dont on trouve l'écho de façon récurrente dans la société civile de Hobbes, où la protection même assurée par les tribunaux et la police ne suffit pas et où un homme quand il part en voyage arme et cherche à être bien accompagné quand il va se coucher, verrouille ses portes et dans sa maison même ferme ses coffres à clé. Néanmoins, les hommes n'ont pas de meilleure solution pour répondre à la crainte liée à leur passion agressive, que de consulter leurs raisons et d'élaborer un plan qui porte au pouvoir l'un d'entre eux, en vue de passer de l'état de multitude 26 inorganisée à celui d'individus conscients de leurs droits et de leurs devoirs dans la communauté civile, en accord avec elle dans la mesure où elle seule peut leur permettre de disposer de tout ce qui contribue à intégrité de leur personne et de leurs biens, mais éventuellement contre elle si des limites excessives sont mises à leur liberté et aux droits qu'ils ont conservés ou acquis. Ces derniers sont précisément fixés par le contrat que chaque individu passe avec ses semblables et qui interdit à tous de recourir à la violence, dont l'usage légitime est réservé aux souverains qu'ils ont choisis ou acceptés, mais leur laisse toute liberté dans les domaines où la sécurité n'est pas menacée. La notion de contrat est la conclusion la plus significative des calculs effectués par la raison à laquelle les hommes en appellent pour assurer la paix, et s'applique dans toutes sortes de situations, y compris familiales entre parents et enfants, professionnelles entre employeurs et employés, mais surtout en politique où le contrat prend ce sens particulier, du moins dans les républiques d'institutions, d'être passé entre les futurs membres de la société civile de façon à désigner un souverain qui n'y a pas part. Le souverain sera cependant tenu par la loi naturelle que lui découvre sa raison, en l'associant à son intérêt d'assurer le salut du peuple, qui est la loi suprême. À cette fin, il disposera d'un pouvoir absolu qu'il devra utiliser sans faiblesse mais sans injustice au risque de se mettre en péril. Toute contestation, toute différence d'opinion porte les germes de son affaiblissement et d'une dissolution de l'État. De ce point de vue, la pratique de la censure s'avère nécessaire. C'est un droit attaché à la souveraineté que d'être juge des opinions et des doctrines qui sont nuisibles ou favorables à la paix, et en conséquence de décider ce qu'on peut permettre et en quel cas et dans quelles limites, lorsqu'il s'agit de prendre la parole devant les foules et qui devra examiner la doctrine de tous les livres avant qu'ils soient publiés. Dans le même souci d'efficacité, nous pourrions dire d'utilité dans la mesure où le pouvoir a pour objet le bien de l'État, il ne peut y avoir aucune autorité qui puisse prévaloir sur celle du souverain. Hobbes ne cesse d'affirmer que celui-ci, bien qu'il soit assujetti à la loi de nature, ne l'est pas à la loi qui l'édicte et lui demeure supérieur. Aux lois qu'il fait lui-même, autrement dit aux lois de la République, le souverain n'est pas assujetti. Mettant la loi au-dessus du souverain, cette erreur place aussi au-dessus de lui un juge et un pouvoir capable de le châtier, ce qui revient à faire un nouveau souverain, et ainsi de suite, sans fin jusqu'à la désorganisation et à la dissolution de la République.
Pour les mêmes raisons, Hobbes fait du souverain le chef de l'Église. Malgré le pouvoir théoriquement absolu que les hommes lui reconnaissent au terme du contrat qu'ils ont passé entre eux, et l'intérêt qu'il a conjointement avec celui de ses sujets, à l'exercer rationnellement, il se peut que le souverain continue de craindre que son pouvoir soit contesté et pour cette raison soit tenté de l'exercer de façon tyrannique. Il se peut aussi que les raisons qui ont conduit à sa mise en place ne soient plus reconnues par un peuple devenu plus exigeant et plus ambitieux. Les deux types de raisons semblent se mêler dans la révolte qui a abouti à la destitution du roi Charles Ier. De toute façon, un contrat est nécessaire dans n'importe quel type de régime. Hobbes récusait l'idée d'un pouvoir de droit divin, auquel répondrait une obéissance inconditionnelle et la théorie patriarcale de Philmée qui en dérivait. Le schéma politique qu'il proposait revenait à faire dépendre la légitimité du pouvoir, fût-il monarchique, d'une décision du peuple. Et bien que cela ne plût pas à Charles II, dont il était l'un des interlocuteurs, Hobbes écrivait dans l'espoir qu'un jour, un souverain suivrait ses recommandations. Ce qui, fondamentalement, confère son autorité au système politique que Hobbes établit, et que celui-ci est conforme aux lois naturelles par lesquelles les hommes doivent entendre les conclusions ou les théorèmes que la raison leur découvre concernant ce qui favorise leur conservation et leur défense commune, et pour commencer à la plus importante d'entre elles qui leur commande de rechercher la paix. En l'absence d'une volonté de paix suffisamment avérée, la raison admet que la guerre puisse être le seul moyen d'exercer le droit de se préserver, tout imparfait soit-il. Tout homme doit s'efforcer à la paix, aussi longtemps qu'il a un espoir de l'obtenir, et quand il ne peut pas l'obtenir, il lui est loisible de rechercher et d'utiliser tous les secours et les avantages de la guerre. La raison, qui est l'apanage de l'homme, met en rapport certaines causes et certains effets. Elle n'est pas par elle-même puissance d'obliger. Elle est simplement convoquée par les passions pour les aider à se réaliser dans les meilleures conditions et donne un éclairage sur les conséquences de l'action. Tout dépend des fins que poursuivent les hommes. La raison a un statut utilitaire. Elle est un pouvoir de calculer qui les met sur le chemin d'une science morale et politique qui livre de bons ou de mauvais résultats selon qu'elle est bien ou mal conduite. Par la droite raison, en l'état naturel des hommes, je n'entends pas comme beaucoup d'autres une faculté infaillible, mais l'acte propre et véritable du calcul rationnel, que chacun applique à ses actions, d'où il peut rejaillir quelque dommage ou quelque utilité aux autres hommes. L'utilité reste prédominante et les calculs de la raison révèlent ce qui va dans le sens des intérêts des hommes, en premier lieu la paix, base de leur futur bonheur. C'est la raison qui assure la transition entre l'état de nature qui est un état de guerre, et l'état civil qui est un état de paix, en lui faisant préférer ce dernier. En somme, cette perspective historique qui permet aux moralistes politiques et économiques de franchir des siècles liés à une analyse de l'évolution des esprits, du développement de leurs facultés et c'est pourquoi ils sont aussi philosophes. Le contrat que les hommes passent les uns avec les autres de façon à éviter d'empiéter sur leurs droits respectifs, est ainsi l'élément majeur du processus aboutissant à la paix. Hobbes dépasse toutefois cet objectif. Les lois naturelles, d'où est issu ce contrat comme tout ce qui va dans le sens de leurs intérêts, élargissent leur empire jusqu'à englober l'activité économique et même la morale en ce qui concerne le respect des promesses et d'autres qualités comme la gratitude et la complaisance. À vrai dire, si l'homme installe des points de repère pour guider sa marche, ce n'est pas pour en limiter les objectifs. La philosophie de Hobbes est une philosophie de mouvement dont le but est un bonheur qui se trouve dans un horizon toujours plus lointain. Celui-là même que laissent entrevoir des désirs qui se renouvellent constamment. Celui dont les désirs ont atteint leur terme ne peut pas davantage vivre que celui chez qui les sensations et les imaginations sont arrêtées. La félicité est une continuelle marche en avant du désir, d'un objet à l'autre, la saisie du premier n'étant encore que la route qui mène au second. À vrai dire, le progrès coexiste nécessairement avec un état de manque, d'inquiétude, dira Locke. À aucun moment l'homme n'est satisfait puisqu'il se fixe toujours de nouveaux objectifs et doit assurer sa marche par des succès continuels dans les choses dont le désir reparaît sans cesse, autrement dit en prospérant continuellement. Cette marche qui livre progressivement ses bienfaits s'accorde avec les exigences de la raison, qui fait apparaître que pour obtenir ou envisager ces succès, l'homme a intérêt à vivre dans une société régie par des lois garanties par un pouvoir souverain et non à l'état de nature seul contre tous. 3. La morale.
C'est dans une société où se trouvent satisfaits d'une façon conforme à leurs intérêts les désirs et les besoins des hommes tenant à la conservation et à l'amélioration de leur vie, qu'ils vont attacher une valeur morale à la décision, issue du contrat qu'ils passent entre eux, de se placer sous l'autorité du souverain et aux actions entreprises sous cette autorité. Le mouvement, qui est le principe fondamental de la philosophie matérialiste de Hobbes, se prolonge à partir des passions, qui sont elles-mêmes une conséquence du mouvement des corps, sur le plan politique et sur le plan moral qui est associé à ce dernier. À l'origine, les impressions produites par les objets extérieurs ou leur conception se projettent sur le registre du plaisir et de la douleur, en favorisant ou contrariant le mouvement vital, à la suite de quoi l'homme est animé d'un mouvement animal de désir ou d'aversion pour les objets susceptibles de produire ces impressions, qui sont alors qualifiés de bons ou de mauvais. L'objet, quel qu'il soit du désir ou de l'appétit d'un homme, est ce que pour sa part celui-ci appelle bon, et il appelle mauvais l'objet de sa haine et de son aversion. Ainsi, tout au long du processus qui le voit passer de l'état de nature à l'état civil, l'homme est habité par la recherche du plaisir et la fuite de la douleur auquel Hobbes donne une coloration morale subjective. Il y a cependant diverses espèces d'objets bons ou mauvais. Le bon est donc de 3 espèces, ce qui est beau au stade de la promesse, le pulcrum, nous rendons pulcrum dans certains cas par Jer, dans d'autres cas par beautiful ou handsome ou encore par galant, honorable, comely ou amiable. Le bon effectif, bon en tant que fin désirée, on l'appelle jugondum, l'agréable. Et enfin ce qui est bon en tant que moyen, l'avantageux, en latin utile. Hobbes mettra précisément l'accent sur les biens utiles, dans la perspective de la conservation de la vie. En effet, tout en étant guidés par des sentiments qui les opposent souvent les uns aux autres, les hommes ne désirent pas en général des choses différentes. Ils fuient la mort surtout violente et recherchent une vie de contentement, faite en grande partie de satisfaction matérielle. C'est d'ailleurs sur ce point qu'il peut y avoir conflit. Au niveau de choses que par désir de puissance, ils veulent être seuls à posséder ou dont la quantité est limitée, comme au niveau des moyens de les conserver ou de les acquérir. C'est ainsi que pour leur éviter d'agir chacun de son côté de façon sauvage, des règles communes sont fixées au terme d'un pacte ou d'une convention et de la mise en place d'un souverain qui décide de ce qu'il faut considérer comme bien et mal en l'inscrivant dans le cadre de la loi, et en déterminant dans ce cadre ce qui est juste et qui ne l'est pas. Et cette morale qui se confond avec la justice est finalement acceptée par les hommes dans la mesure où elle s'accorde comme elle avec leur intérêt. 4. Loi et droit. La loi telle que Hobbes l'entend a pour modalité essentielle de commander, mais surtout d'interdire, et telle peut être envisagée à première vue l'utilisation qu'en fait le souverain qui la promulgue. Cependant, l'interdiction ne porte pas sur le droit qu'a chaque homme de défendre sa vie en toutes circonstances, y compris en face de l'autorité souveraine. Ce droit peut être transféré mais ne peut se retourner contre son détenteur. Quant au droit de propriété, s'il est en principe cédé au sujet par le souverain supposé par contrat premier propriétaire de la terre, pour relativiser ou supprimer toute dispute sur ce point, il ne fait que rejoindre le droit naturel de propriété jugé nécessaire au maintien de la vie. Ce droit, qui se confondait aux origines avec le pouvoir et comme lui aboutissait à la guerre, fait partie du paquet contractuel, même s'il retrouve l'idée émise par les scolastiques d'un droit naturel hérité d'une tradition religieuse dont Hobbes s'est séparé. D'une façon générale, les lois, chez Hobbes, interdisent en tant qu'elles sont relayées par les châtiments. Ce qui est permis ou laissé à l'initiative des sujets l'est dans les domaines où elles se taisent. La contrepartie du pouvoir confié au souverain pour assurer la paix est que le droit naturel des hommes devenus ses sujets à préserver leur vie se trouve malgré tout remis en question par l'exercice des punitions qui les accompagnent. Sur ce point, au nom du bien-être du peuple, l'auteur des éléments du droit et du decif fait exister de façon conflictuelle droit de résistance et droit pénal. En effet, il lui est difficile d'établir les limites de la non-résistance au pouvoir du souverain auquel aboutit le transfert de droit que recommande le pacte social, étant donné que transférer son droit à un autre, c'est montrer, par des signes suffisants, à celui qui l'accepte qu'on ne veut point lui résister. En fait, personne dans quelque république que ce soit n'a le droit de résister à celui ou à ceux à qui ils ont conféré ce pouvoir de contrainte ou comme on a coutume de l'appeler, l'épée de justice, à supposer que la non-résistance soit possible. Car les pactes ne nous obligent qu'à faire tout notre possible.
Cela laisse une marge de liberté aux citoyens. Par ailleurs, l'obligation impliquée par une union qui inclut et comprend les volontés de plusieurs dans la volonté d'un seul homme ou d'un conseil, peut aller plus loin que la non-résistance. Cette soumission de la volonté de tous les particuliers à celle d'un homme seul ou d'une assemblée arrive lorsque chacun témoigne qu'il s'oblige à ne pas résister à la volonté de cet homme ou de cette cour à laquelle il s'est soumis, et cela en promettant qu'il ne lui refusera point son secours ni usage de ses moyens contre quelque autre que ce soit. En définitive, une distinction est établie dans le decive entre les ordres dont l'application nous est préjudiciable et que l'on n'est pas obligé d'exécuter, et ceux qui s'appliquent à autrui et auxquels on est obligé de prêter sa force et ses moyens. Le Léviathan cherche à évacuer le problème en faisant appel à la théorie de la représentation, qui, elle-même fondée sur la théorie de l'autorisation, se présente comme la suite politique logique du contrat social. Les sujets autorisent le souverain à agir en leur nom et se reconnaissent dans les actions de ce dernier, ce qui, d'une part, leur permet de ne pas rester passifs et de participer aux affaires publiques, mais d'autre part, les oblige à accepter ces décisions, même quand elles vont à l'encontre de l'intérêt de certains d'entre eux et limitent considérablement le droit de résistance. Car une fois le souverain intronisé, les sujets d'auteur deviennent acteurs exécutant ses ordres. Mais finalement, dans le Léviathan, Hobbes fait du droit de punir une question de pouvoir. Les citoyens, tout en se dépossédant de la liberté de l'exercer à leur gré, ont accordé, ou plus exactement laissé au souverain le pouvoir dont il disposait dans l'état de nature et qu'il peut dorénavant utiliser pour les punir. Le dilemme entre droit du souverain et le droit des sujets est tranché par la force, la différence avec l'état de nature étant que l'interprétation du contrat qui autorise la force la rend légitime. Cette légitimité de base ne laisse de soumettre les châtiments à toutes les conditions d'un usage rationnel, à savoir qu'ils doivent être appliqués avec discernement, être parfaitement proportionnés et avoir pour fin le bien du peuple. 5. L'activité économique. On a pu penser que le système politique de Hobbes faisait la part belle au pouvoir du souverain. On lui a même reproché d'instaurer un régime totalitaire. Il est certain que Hobbes craignait par-dessus tout les troubles civils d'origine politique ou religieuse. Nous avons vu sur ce dernier point que l'auteur du Léviathan, plutôt que de régler le problème par la tolérance, le règle par le pouvoir. Le souverain est le chef de l'Église comme de l'État, et veille au respect des devoirs religieux comme civiques. D'une façon générale, le pouvoir répressif qu'il peut exercer si son autorité est mise à mal se justifie en fonction de la paix qui est son objectif majeur. Car les activités que les hommes peuvent mener sans mettre celles-ci en danger ne sont visées par aucun interdit. Tel est principalement le cas de l'activité économique. Dans tous les domaines d'activité que les lois ont passés sous silence, les sujets ont la liberté de faire ce que leur propre raison leur indique comme étant le plus profitable. Par exemple, la liberté d'acheter, de vendre et de conclure d'autres contrats les uns avec les autres, de choisir leur résidence, leur genre de nourriture, leur métier et ainsi de suite. Il s'agit de rechercher les choses nécessaires à une vie agréable, conformément aux principes d'utilité, à condition de le faire dans la paix et la légalité. À cette fin, l'activité économique est non seulement acceptée et souhaitée mais elle est protégée. Le pouvoir du souverain s'exerce en partie pour assurer la paix nécessaire à une activité qui contribue à l'alimentation et à la procréation de la République, et de façon générale au bien-être de l'humanité. C'est cette activité qui est touchée en premier en cas de défection de sa part. Dans l'état de nature auquel on retourne dans ce cas, il n'y a pas place pour une activité industrieuse parce que le fruit n'en est pas assuré, et conséquemment il ne s'y trouve ni agriculture, ni navigation, ni usage des richesses qui peuvent être importées par mer, pas de construction commode. Il est donc important que le souverain dispose d'une force suffisante pour s'opposer à la montée des passions, et ouvrir la voie à l'activité économique en protégeant la vie et la propriété de ses sujets. Le système politique de Hobbes ne saurait s'entendre sans son versant économique. À vrai dire, il représente une première version de l'économie politique qui va se mettre en place sous l'effet des thèses de Bois-Guilbert, auteur de l'expression en 1615, et des mercantilistes. Il s'agit d'établir le rôle de l'État dans l'économie de la nation,
mais est en fonction d'un arrière-plan philosophique toujours présent chez un auteur qui n'est pas le promoteur d'une paix immobile, ni l'avocat d'un bonheur tranquille, de fixer des limites à l'intervention de l'État et de ne point contrarier le mouvement de la vie des sujets là où il est possible étant donné qu'il n'existe pas de tranquillité perpétuelle de l'esprit tant qu'on vit ici-bas. La vie elle-même en effet n'est que mouvement. L'activité économique entre dans ce schéma et l'un des objectifs, sinon l'objectif majeur du raisonnement politique de Hobbes est de la facilité, ce qui ne saurait se faire à la fois sans loi et sans liberté. Certes, Hobbes, homme de son temps, partage certains des préjugés mercantilistes favorables à l'intervention économique de l'État qu'il charge de déterminer les endroits où, à l'étranger, les sujets pourront commercer ainsi que les biens sur lesquels portera ce commerce et autorise à mener des guerres coloniales pour s'agrandir. Dans la mesure où le devoir, comme l'intérêt, de l'État est d'assurer le salut du peuple, il doit veiller à ce que chaque citoyen dispose de terres ou de biens sur lesquels exercer son industrie et bénéficie des fruits de cette dernière. Par ailleurs, des limitations morales sont fixées à l'appât du gain. Hobbes pense qu'il est prudent pour les hommes privés de s'enrichir à bon droit et avec modération, et s'en prend aux marchands dont la seule gloire est de devenir considérablement riches en achetant et vendant avec sagesse. Ces recommandations sont celles d'un auteur qui souhaite que la conduite des acteurs économiques soit empreinte de civisme, et non d'une avidité démesurée qui les pousse à s'opposer aux taxes et favorise la rébellion, comme à Londres pendant la guerre civile. Cependant, Hobbes semble accepter l'évolution de la société vers une pratique plus libre de l'industrie et du commerce. Un critique d'inspiration marxiste comme C.B. Macpherson estime que celui-ci, rompant avec les pratiques du passé, écrivait dans et pour la société de l'individualisme possessif en formation. Moins engagé que ce dernier politiquement, Strauss est cependant d'avis que Hobbes a préparé l'avènement de la société bourgeoise. En effet, certaines de ses déclarations annoncent le futur libéralisme et suggèrent que l'économie libérée de ses pesanteurs morales et politiques peut fonctionner selon ses lois propres, en particulier celle qui, dépassant la notion médiévale de juste prix, fait de la valeur le résultat de l'offre et de la demande. La valeur de toutes les choses qui font l'objet d'un contrat est mesurée par l'appétit des contractants, déclare l'auteur du Léviathan. D'une manière générale, le monde de Hobbes est un monde dans lequel le substrat des relations humaines est d'ordre économique. Ainsi, la valeur ou l'importance d'un homme c'est comme pour tout autre objet son prix, c'est-à-dire ce qu'on donnerait pour disposer de son pouvoir, ce qui se conçoit d'autant mieux que ce pouvoir réside en premier lieu dans la richesse. À cet égard, le travail est globalement considéré comme le moyen d'acquérir cette dernière par l'échange dans un monde où les tâches sont diversifiées. Le travail humain est lui aussi un bien susceptible d'être échangé en vue d'un avantage comme n'importe quoi d'autre. Si l'on s'en tient à ce point de vue économique, le point de vue moral concernant le prix à payer en termes de sacrifice et de renoncement à des plaisirs immédiats, il apparaît que le travail a le statut d'une marchandise, ce que relèvera Marx en citant Hobbes lorsqu'il évoquera les débuts de l'économie capitaliste. En réalité, l'auteur anglais souligne l'importance du travail pour des hommes désireux d'assurer la subsistance et l'abondance nécessaires à leur conservation dans une optique divine mais surtout utilitaire. L'abondance a pour seule condition, après la grâce de Dieu, le travail et l'industrie des hommes. 6. Une première forme d'utilitarisme, l'harmonie des intérêts. En se servant des passions comme principe premier de la vie, la science de Hobbes vise à les reconstruire rationnellement pour concevoir leur satisfaction en termes d'intérêt, puis à harmoniser les divers intérêts en jeu à l'intérieur de la communauté. Nous avons vu que ce processus, qui concerne les relations entre les citoyens et entre ceux-ci et le souverain, est en germe dans le contrat qu'ils passent entre eux. L'on peut même affirmer que chez Hobbes, anticipant Hume, les raisons d'intérêt sont à la base du rassemblement à l'issue duquel il conclut un pacte social, met en place un souverain et se plie aux lois qu'il édicte et fait appliquer. Les hommes ont à la fois intérêt à s'entendre entre eux, et à s'entendre avec le souverain de façon à ne pas affaiblir son autorité, ce dont ils subiraient les effets négatifs. Ils ont intérêt à accepter cette autorité fût-elle mal employée, ce risque n'étant pas plus grand que les menaces qui pèsent sur eux lorsqu'ils sont en guerre les uns contre les autres. Dans ces conditions, le souverain, plutôt que de s'autoriser un pouvoir qui lui permettrait de satisfaire le moindre de ses caprices, a lui-même intérêt pour en tirer avantage,
à l'exercer de manière ferme de façon à tenir en échec la violence des hommes qui le lui ont confié, mais aussi à leur permettre en même temps de pratiquer l'activité conforme à leurs besoins. En fin de compte, la notion d'intérêt qui est permanente dans les rapports aboutissant à la bonne marche de l'État, dépasse la notion de contrat dont l'existence n'a jamais été prouvée. En revanche, un raisonnement fondé sur l'intérêt peut justifier toute politique qui tente à l'unité et au bien de l'État, et trouve sa confirmation dans le principe utilitariste selon lequel il existe une concordance entre les intérêts de l'État et ceux des citoyens. D'une part, cette concordance qui dépend de leur équilibre, est déterminée par une loi naturelle fixée par la raison et obéit à un calcul qui a pour fin la santé de toutes les parties de la République et leur bon fonctionnement conjugué en matière politique et économique. Le profit du souverain et celui du sujet vont toujours ensemble, écrit Hobbes. D'autre part, si la violence de la société de l'époque et les besoins d'unité exigent l'obéissance au souverain, il est urgent de rappeler à ce dernier que sa puissance, de même que sa gloire, dépendent de la santé de ses sujets qu'il n'a en aucune manière intérêt à opprimer en abusant de son pouvoir. Il ne doit notamment leur imposer de taxes qu'en échange de la paix et de la liberté, qu'il assure à leur activité comme des nécessités de la défense nationale. Inversement, ces sujets ont intérêt à accepter les efforts qui leur sont demandés bien qu'ils aient du mal à le faire. Les gens ne tiennent pas compte de ce que lorsque ceux qui les gouvernent leur imposent les fardeaux les plus lourds, cela ne procède pas de l'attente d'un plaisir ou d'un avantage quelconque que pourrait leur valoir le préjudice ou l'affaiblissement de leurs sujets, dont la vigueur est le fondement de leur force et de leur gloire. Hobbes précise que l'imposition doit être axée sur la consommation, car on ne peut taxer également celui qui épargne et celui qui dépense, fussent leurs revenus égaux. Il est donc de l'intérêt du souverain d'assurer le bien du peuple comme de l'intérêt du peuple d'accepter son autorité, ce qui s'obtient plus facilement dans une monarchie. C'est là où l'intérêt public et l'intérêt privé sont le plus étroitement unis que l'intérêt public est le plus avantagé. Or, dans une monarchie, l'intérêt privé est le même que l'intérêt public. La richesse, le pouvoir, l'honneur d'un monarque ne reposent que sur la force, la richesse et la réputation de ses sujets. Des difficultés que nous allons évoquer apparaîtront dans ce type de régime. De toute façon, l'identité d'intérêt qui peut se créer entre les individus et entre les individus et l'État repose en grande partie sur des bases économiques. Tel est le propos auquel en vient finalement Hobbes, et que développera après lui l'école utilitariste. 7. Conclusion. La science de Hobbes s'appuie sur la mise en évidence d'un déterminisme qui s'exprime aussi bien dans les mouvements de la matière que ceux de l'esprit. Cette nécessité n'exclut pas la liberté, qui est vue comme l'absence d'obstacle à un mouvement dicté par sa nécessité. Le raisonnement dont la fin est de permettre la préservation et l'amélioration de la vie est lui-même nécessaire, et il est mené selon ses lois propres dans la plus entière liberté, en opposition à toute ingérence extérieure, religieuse ou autre. Si les hommes sont tenus de se soumettre à ces conclusions, c'est-à-dire aux lois civiles qui font suite aux lois naturelles et au souverain qui en est l'ordonnateur, un retour à la liberté, en matière économique notamment, est possible. Le rôle des lois n'est pas d'entraver toute action volontaire, mais seulement de diriger et contenir le mouvement des gens de manière à éviter qu'emportés par elles impétuosité de leurs désirs, leur précipitation ou leur manque de discernement, ils ne se fassent du mal. Ce sont comme des haies disposées pour les maintenir sur le chemin. En somme, si elles respectent toutes les exigences d'un calcul rationnel, les lois ont pour fin de permettre à l'homme de s'exprimer conformément à sa meilleure nature et de le guider vers le bonheur en lui apportant grâce à la paix, l'équilibre nécessaire à sa vie dans ses relations avec autrui et avec le souverain. Les lois civiles fixent la liberté dont les citoyens disposent d'une façon conforme aux principes d'utilité qui gouvernent la conduite des hommes quel que soit leur état. Dans l'état de nature, où il est réduit à sa plus simple expression, un homme a la liberté d'assurer sa préservation par la force quand il n'a pas d'autre choix. Dans l'état de nature, l'utilité est la règle du droit, affirme l'auteur du De Cive en entendant par droit le pouvoir dont il dispose. Dans l'état civil, l'utilité est la règle d'un droit qui vise à assurer aux hommes le pouvoir de vivre de façon plus sûre et plus heureuse, en étant limité par des lois placées sous l'autorité d'un souverain disposant d'une force supérieure à la leur.
Cette nécessité constitue précisément le fond du problème inhérent au système politique de Hobbes, et à tous les systèmes politiques, et que nous ne pouvons manquer de rappeler avant de clore son examen. De façon générale, il ne peut y avoir de société civile sans qu'à la recherche du pouvoir dont les hommes font preuve sans discernement dans leur état naturel, s'oppose la crainte d'un pouvoir commun capable de les punir pour les en dissuader. Dans le cas du souverain de Hobbes, qui dispose du pouvoir absolu, la question est de savoir si ce pouvoir ne deviendra pas arbitraire et sera utilisé dans l'intérêt général. Le calcul qui lui montre les avantages d'un exercice rationnel du pouvoir, ne peut-il céder à une passion ou à un intérêt personnel qui dépasse le cadre qui lui a été prescrit ? Telle est la tendance qu'illustre l'histoire et que Hobbes semble exclure complètement. Et pourtant l'auteur du Léviathan a montré comment l'orgueil lié à la possession du pouvoir est la passion première chez le souverain. Cet orgueil peut naître de la grandeur de l'État, et celui-ci être symbolisé par le faste de la cour ou le trésor de la couronne, et entrer à ce titre dans un plan rationnel, mais aussi résulter d'une fortune personnelle tirée du prélèvement abusif d'une partie de la richesse nationale. Il peut résulter également de l'ivresse liée à l'exercice d'un pouvoir violent et tyrannique. Cela risque d'autant plus se produire qu'à ces sujets, ne restent en fin de compte que des possibilités de résistance limitées par la nature d'un contrat qui, en tout état de cause, a été passé entre eux seuls et non entre eux, et un souverain qui n'a ainsi d'autre obligation envers eux que morale et peut très bien s'y soustraire. Dans le cas où l'on considère que sa nomination fait de lui leur représentant, ils sont censés en lui confiant leur pouvoir être les véritables auteurs de ces actes et ne sauraient en aucune occasion s'en plaindre. Logique un peu spécieuse qui est battue en brèche par les dérapages de la part d'un souverain mal intentionné et dont les sujets peuvent souffrir. Même la crainte de l'anarchie qui résulte de l'absence d'un pouvoir coercitif, argument décisif invoqué par Hobbes, ne peut justifier le pouvoir qui s'autorise toute forme d'excès. Hobbes a montré la voie qui consiste à fonder les droits et les devoirs des hommes sur leurs intérêts, en commençant par la paix. Nonobstant, les passions restent difficiles à gérer, tant chez le souverain que parmi le peuple, et la raison, dans le cadre théorique voire mathématique qui lui est fixé, n'y arrive qu'imparfaitement. C'est pour écarter le risque d'une dérive dans la gestion d'intérêts notamment économiques, que Locke sera amené à préconiser un contrôle plus étroit du peuple sur le pouvoir politique grâce à une revalorisation du rôle du Parlement et que, beaucoup plus tard, les utilitaristes du XIXe siècle défendront le principe d'une représentation démocratique. Il reste que le mérite de Hobbes a été de formuler à l'occasion des événements violents de son époque, un raisonnement livrant une science capable, du moins théoriquement, d'indiquer par quelle méthode assurer la paix et la prospérité intérieure en vue de cet objectif lointain qu'était pour lui le bonheur. 3. Locke. À peine un demi-siècle après Hobbes, Locke, sans pour autant discréditer les enseignements de la religion chrétienne, centre comme l'auteur du De Homine son étude sur les hommes et leur nature, d'une part leurs désirs et leurs inquiétudes, d'autre part leur raison pour dégager sinon une science, du moins des principes pratiques leur permettant d'accéder à une forme de bonheur ou tout au moins d'atténuer leur misère. Il est question bien sûr de sécurité, mais aussi de liberté au sens économique du terme, et toujours d'utilité. 1. VN Dieu moral. Locke se présente au premier abord comme un théologien préoccupé de bonheur éternel, mais conscient que celui-ci passe par des règles dont l'observation contribue en même temps à la production d'un bonheur temporel de nature matérielle et morale, et de ce point de vue, se révèle utile et avantageuse à la vie dans ce monde. Mais le même raisonnement qui conclut à la nécessité de règles destinées à conduire l'homme au bonheur, permet, en s'interrogeant sur leur cause, de poser l'existence d'un Dieu moral. En fait, Dieu nous a donné les facultés qui nous permettent de remonter jusqu'à lui et d'adopter le genre de conduite conforme à sa volonté. Ainsi, Dieu se trouve à une extrémité de la chaîne et l'homme à l'autre. L'auteur de l'essai concernant la nature de l'entendement déclare : l'idée d'un être suprême, infini en puissance, en bonté et en sagesse, qui nous a fait, et de qui nous dépendons, et l'idée de nous-mêmes comme de créatures intelligentes et raisonnables, ces deux idées, dis-je, étant une fois clairement dans notre esprit, en sorte que nous les considérions comme il faut pour en déduire les conséquences qui en découlent naturellement, nous fourniraient, à mon avis, de tels fondements de nos devoirs et de telles règles de conduite,
que nous pourrions par leurs moyens élever la morale au rang des sciences capables de démonstration. Cependant Locke, en accord avec le mouvement d'un siècle tourné vers les sciences, ne peut, comme Hobbes et plus tard, Hume, éviter de fonder la morale commune sur la connaissance que procure l'observation de la vie et de la nature humaine et d'en infléchir le sens du côté de devoir consistant en premier lieu à satisfaire les besoins vitaux. La nature de l'homme lui en fournit les moyens de la façon qui lui est propre, c'est-à-dire, en produisant à partir de la sensation, des idées qui se prolongeront par l'invention, entre autres, de moyens mécaniques, mais aussi économiques et politiques. L'auteur de l'essai concernant la nature de l'entendement est ainsi amené à développer une conception empiriste de la formation de la connaissance dont la première phase est la sensation, la seconde la réflexion ou perception des opérations de notre esprit sur les idées reçues des sens. L'entendement est s'apostrophe. En part de ces idées, qui ne sont encore que des idées simples enregistrées passivement, pour les interpréter, les joindre et former des idées complexes, en suivant la nature pour ce qui est des substances, ou en inventant ce que Locke entend par mode, c'est-à-dire ce qui affecte les substances ou leur est rattaché par l'esprit et comprend entre autres les notions morales. Ces notions, contrairement aux notions de substance, sont des créations de l'esprit formées par combinaison de différentes idées simples et signifiées par des noms. Elles peuvent être associées de façon à former des relations, elles aussi exprimées par des noms. Le processus présente un risque car les idées morales peuvent être formées et associées de façon artificielle, ce que montre leur diversité d'un pays à l'autre et d'une époque à l'autre. Mais c'est précisément à ce stade que reparaît la possibilité d'utiliser son intelligence et sa raison pour corriger les informations provenant des sens et les plier aux règles issues de la volonté de Dieu. 2. La loi de nature. Ces règles se rassemblent dans la loi de nature que Dieu a prescrite aux hommes et que sa raison peut découvrir à l'homme. Il est certain qu'il existe une telle loi, c'est un fait intelligible et évident pour une créature douée de raison, affirme Locke. Cependant, en fonction de son imperfection radicale, les notions morales que la raison peut établir sont souvent fautives. Seuls les hommes les plus raisonnables sont capables de percevoir la loi de nature, qui exprime ce que Dieu commande aux hommes en vue de leur bonheur et qui est le fondement de toutes les lois tant civiles que morales. En ce qui concerne la majorité d'entre eux, la révélation vient au secours de la raison. Du moins est-il certain qu'à l'égard du simple peuple et de la plus grande partie des hommes, il serait plus simple et plus court qu'une personne envoyée de la part de Dieu et qui eut des preuves sensibles de la vérité de sa mission vint à eux en qualité de roi et de législateur pour les instruire de leurs devoirs et leur recommander de les remplir. À vrai dire, pour le croyant qu'est Locke, l'existence même de la révélation montre la faiblesse de la raison et l'imperfection des notions morales qu'elle établit. Seul le sacrifice du Christ peut donner un sens au devoir de l'homme comme à la raison qui lui permet d'en tracer l'esquisse dans la perspective de son bonheur, et qui se trouve à la fois stimulé et justifié dans sa tâche. Le nier serait une preuve d'orgueil. Cela étant, il reste que la raison, en tant qu'instrument de connaissance morale, propose aux hommes une ligne de conduite à laquelle la foi ne saurait s'opposer. Car tout où nous avons une décision claire et évidente de la raison, nous ne pouvons être obligés d'y renoncer pour adopter l'opinion contraire sous prétexte que c'est une matière de foi, car la foi ne peut avoir aucune autorité contre des décisions claires de la raison. Sur ce point, Locke a retenu de sa formation religieuse les vues exprimées par Hooker dans la tradition thomiste sur la liaison de la raison et de la foi. C'est à l'homme d'authentifier ses devoirs grâce à sa raison, et de suivre les règles qu'elle lui découvre dans leur relation à la volonté divine. Certes, l'on peut penser que les règles que la raison met en évidence à l'aide de mots dont il est facile d'abuser courent le risque d'être des règles abstraites, purement formelles, ce qui est le cas de tous les raisonnements moraux de type déductif qui font appel au langage et tout particulièrement des raisonnements de l'école. En somme, qu'un nominalisme enferme le discours dans une cohérence artificielle et le prive de sa substance ontologique. C'est pourquoi, à côté d'un raisonnement difficile à appliquer, le moraliste va proposer un type de conduite fondée sur la prise en compte des besoins propres à l'homme en voyant dans leur satisfaction raisonnable le résultat d'une discipline agréable à Dieu. 3. Une raison pratique. La conduite à tenir en vue du bonheur doit s'aider d'une réflexion qui a une valeur pratique. Elle doit procéder de la retenue,
de la prudence, de la circonspection et de l'intelligence nécessaires pour nous permettre, avant que quelque désir nous pousse à agir par précipitation, inadvertance ou ignorance, à nous soumettre à la mode et à la coutume ou à la parole d'autrui, et à choisir un faux bien, d'en suspendre l'exécution pour laisser place à un jugement éclairé. Cette possibilité est l'expression même de notre liberté puisqu'elle seule nous permet de reconnaître notre devoir et de l'accepter, contrairement à des inclinations aux effets néfastes. L'on parle ici d'un devoir auquel le sujet pourrait échapper sans y trouver son compte et du mérite qu'il a à adopter, parfois avec difficulté, la conduite qui contribue à son vrai bien et à laquelle la liberté confère sa pleine valeur. Lorsque nous avons jugé après un légitime examen, nous avons fait tout ce que nous pouvons et devons faire en vue de notre bonheur. Après quoi, ce n'est plus notre faute de désirer, de vouloir et d'agir conformément au dernier résultat d'un sincère examen, c'est plutôt une perfection de notre nature. Il est certain que la liberté s'arrête avec la décision d'agir, dans le sens que nous recommande finalement la loi de nature. Plus exactement, elle s'accomplit dans et par l'observation de cette loi car le vrai bonheur est celui vers lequel nous porte la loi de nature imposée aux hommes par Dieu et découverte par leur raison. Locke est un théologien, disions-nous, mais c'est aussi un empiriste. À ce sujet, il faut revenir à la conception que l'auteur de l'essai se fait de la raison. Si celle-ci est une faculté d'ordre qui, dans son expression la plus haute, contribue à la connaissance en guidant les relations d'idées, la raison se forme progressivement à partir de l'expérience. En fait, ce que dit Locke est que la raison n'est pas une faculté prête à être employée sans aucune forme de préparation, mais connaît le même processus de maturation que d'autres fonctions. À l'origine, l'esprit est une table rase qui recueille les données de l'expérience un peu à la façon dont un disque vierge enregistre les sons. Néanmoins, il faut bien supposer que les données de l'expérience ne sont pas enregistrées n'importe comment, mais organisées et interprétées par la raison qui apparaît dans son essence comme une faculté d'ordre. Locke n'est pas allé jusqu'à dire, comme Kant, que cet ordre existe préalablement dans l'esprit qui ne fait que l'imposer aux choses qu'il rencontre. L'on en reste avec l'auteur anglais, à la capacité qu'a l'esprit de se développer de façon inégale chez les hommes dans les domaines religieux, moral, politique et économique en fonction de leur application et de leur disponibilité et aussi de la liberté dont ils disposent. Finalement, c'est dans le domaine pratique que la raison est le plus utile à l'homme en mettant à contribution les enseignements de l'expérience. Or il semble y avoir un hiatus entre cette fonction de la raison et cette autre qui consiste à traiter des idées abstraites et mener des démonstrations de type mathématique comme celle majeure, qui permettrait de poser avec certitude les principes du bonheur. Le défi serait de découvrir le lien qui existe entre les différentes formes de la connaissance et de montrer à quel point ces idées comme les démonstrations dont elles sont l'objet s'enracinent dans la réalité sensible. Cela a effectivement été tenté avec plus ou moins de bonheur par Locke avec le désir de faire en sorte que la connaissance obtenue de cette façon emporte une obligation d'agir tout en retrouvant les autres instances qui gouvernent la vie de l'homme comme la conscience, que nous allons examiner plus loin. En réalité, la base rationnelle qui sert de référence morale à la recherche du bonheur risque elle-même de s'effondrer. Supplantée par la révélation, la lumière que la raison apporte aux hommes ne leur permet pas toujours de choisir ce qui contribue à leur bonheur au terme d'une démonstration certaine. Locke a lui-même reconnu la difficulté de l'entreprise. Quoique j'ai pensé que la moralité pouvait être établie par voie de démonstration. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.